Bonjour à tous. Bonjour Jean, Oui, vous m'entendez bien? bonjour, oui. Super. Bon, je suis ravie que l'on puisse échanger aujourd'hui et je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire qui est organisé par la Rapitech. Donc, avant de me présenter, je vous laisse vous présenter et ensuite je présenterai très rapidement l'association. L'idée du déroulé de ce webinaire est de vous faire intervenir pendant une vingtaine de minutes en vous posant différentes questions par rapport à la thématique que l'on va évoquer aujourd'hui, à savoir comment est-ce que Clésia gère le bien-être de ses collaborateurs en période de confinement. Et ensuite, on laissera à peu près une dizaine de minutes pour les questions-réponses. Je vous laisse vous présenter. Très bien, merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que oui, tous leurs micros sont coupés, mais je pense que oui. Oui, oui. Très bien. Écoutez, merci de cette invitation. Donc, je suis Jean de Villèle, directeur général adjoint en charge des ressources humaines et de tous les sujets d'environnement de travail pour le groupe Clésia. C'est avec plaisir que je partagerai avec vous notre expérience sur la mise en place du télétravail dans ce contexte très particulier du confinement qui nous a été demandé par les autorités politiques et sanitaires. Super. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'association Apitech, très rapidement, donc je m'appelle Théanie Le Prieur, je suis présidente de l'association. Et l'objectif de l'association est vraiment de cataloguer toutes les solutions innovantes au service du bien-être en entreprise. Et pour ça, il faut qu'elles aient une solution tech innovante pour pouvoir améliorer le bien-être des collaborateurs. Donc, on existe depuis un peu plus de 2 ans maintenant et l'idée, c'est de pouvoir faire de la France le leader du bien-être en entreprise. Voilà, entre autres. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous avez des questions sur l'association, je pourrais y répondre, bien entendu, juste après l'intervention de Monsieur De Villèle. Mais on va commencer par Monsieur De Villèle. Et est-ce que vous voulez bien nous partager un peu comment est-ce que ça s'est passé, en fait, avant le confinement, quand vous avez senti que la crise commençait à arriver, notamment avec la partie internationale qui a été touchée avant nous, comment est-ce que vous êtes plus ou moins préparé à l'arrivée du Covid-19? Alors en fait, nous avons commencé à nous préoccuper de ce sujet dès la fin janvier, vers le 15-20 janvier, puisque en intégrant ce qui nous était dit par les médias, nous nous sommes dit si jamais la France est touchée, il faut être préparé. Donc nous avons au sein du COMEX, dès mi-janvier, activé notre cellule de crise interne. Nous avons vérifié que tous nos plans de continuation d'activité, dits PCA, étaient bien prêts. Et nous avons aussi et surtout dès le 20 janvier, commandé un nombre très important de masques, des masques chirurgicaux et des masques FFP2, ainsi que des gels hydroalcooliques. Nous ne savions pas, encore une fois, à l'époque, ce qui allait réellement se passer, mais nous l'avons fait par précaution. Le résultat de cette commande, c'est que nous n'avons reçu en gros que les 2 tiers de ce que nous avions commandé comme masque, puisque entre le moment de la commande et le moment de la livraison, eh bien, le virus a commencé à toucher l'Hexagone. Les gels hydroalcooliques, nous ne les avons jamais reçus, ceux que nous avions commandés. Deuxième chose que nous avons faite, c'est nous avons commencé à préparer nos collaborateurs à ce risque et nous communiquions très régulièrement à tous les collaborateurs équipés d'un PC portable et donc qui pouvaient télétravailler. Nous leur demandions au cas où de prendre leur PC portable avec eux tous les soirs. Enfin, pour l'ensemble des collaborateurs, nous avons un dispositif d'information crise qui est un numéro de téléphone, un numéro vert tout simple que tout le monde possède. Nous sommes 3000 et nous avons dit à tous nos collaborateurs, pensez, alors ça c'était un petit peu plus tard, c'était début mars, pensez à le consulter régulièrement le soir ou le matin avant de quitter votre domicile, au cas où nous aurions décidé de mettre une information
sur ce numéro vert. Voilà, ça c'est tout ce que nous avons fait avant le début du confinement. Le confinement, nous l'avons décidé quelques heures avant le gouvernement, puisque le président de la République a ordonné ce confinement le lundi soir à effet du mardi ou le lundi matin à effet du mardi. Nous l'avons décidé le samedi soir et dès le dimanche, nous avons prévenu tous nos collaborateurs, les 3000, que l'accès au site leur serait interdit dès le lundi matin. Donc nous avons confiné nos collaborateurs 24 heures avant tout le monde. Waouh. Et comment est-ce qu'on arrive à gérer un confinement avec autant de collaborateurs en si peu de temps? Alors ça a été, oui, une petite réussite, hein, une petite victoire, puisqu'effectivement le dimanche, un dimanche arriver à joindre 3000 collaborateurs, c'est pas simple, mais en fait j'avais profité des semaines précédentes pour, dans les messages que je faisais aux collaborateurs, pour leur demander d'écouter InfoCrise, pour prendre le PC portable pour ceux qui en avaient un. Je leur avais dit, si jamais nous avons besoin de vous contacter, merci de renseigner, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le SIRH, Système d'information ressources humaines, qui est notre logiciel de paye en fait, des informations personnelles vous concernant, à savoir une adresse email personnelle et un numéro de téléphone portable. Et du coup, le dimanche, nous avons envoyé un message sur les adresses email professionnelles, 3000. Les adresses email personnelles, nous en avions à peu près 1500, je crois, de mémoire. Et donc tout le monde n'avait pas accepté de nous donner une adresse email personnelle. Et via un système assez simple, nous avons pu envoyer un SMS à 1200 personnes qui avaient accepté de nous donner leur numéro de portable personnel. Donc nous avons réussi. Alors quelquefois, certains l'ont reçu en triple, hein, email professionnel, email personnel et SMS, mais c'est pas grave. Ce que nous voulions, c'est que personne se mette dans les transports en commun le lundi matin, le 16, et que personne ne se retrouve devant son site porte bloquée. Et donc ça a fonctionné, plus le bouche à oreille dans le dimanche entre collègues et puis la hiérarchie intermédiaire qui a fait aussi son travail. Nous avions quand même demandé aux responsables de site de venir sur le site pour, au cas où l'un ou l'autre se présenterait, leur expliquer. Et sur toute la France, hein, nous avons une quinzaine de sites et pour 3000 collaborateurs, il n'y en a que 2 qui se sont présentés sur leur site. Donc cette étape-là d'alerte et d'information des collaborateurs, même un dimanche, ça a très bien fonctionné. Super, super. Et du coup, vous avez acheté 3000 ordinateurs pour tous vos collaborateurs. Comment ça s'est passé? Non, Parce que pouvoir mettre tout le monde en télétravail, c'est pas évident. non, alors nous n'avons pas acheté 3000 collaborateurs. Nous avions à l'époque, donc mi-mars, seulement 200 collaborateurs qui avaient l'habitude de télétravailler un jour par semaine, puisque nous avons débuté la mise en place du télétravail début 2019 et nous l'avons fait par étapes successives, donc une centaine, 150 en 2019 et puis une centaine début 2020. Donc nous n'étions pas prêts à avoir 3000 collaborateurs en télétravail. Hein. Ça a été une énorme charge supplémentaire pour le management, pour la DRH et pour les collaborateurs de la DSI. Nous avions un petit tiers de collaborateurs équipés d'un PC portable. Et pour les autres, nous avons mis en place un système que nous appelons un système de rebond, qui permet à celles et ceux qui ont un PC personnel de se connecter à leur PC professionnel qui est sur leur site et du coup d'avoir accès à toutes les applications métiers qu'ils utilisent habituellement. Donc de mon PC personnel, j'arrive à me connecter à toutes les applications comme si j'étais à mon bureau. Et ainsi, entre ceux qui avaient un PC portable, ceux qui pouvaient utiliser un PC personnel et quelques PC portables que nous avions en stock et que nous avons fait livrer, eh bien, nous arrivons à avoir 75-80% de nos collaborateurs en télétravail. D'accord.
Et le reste? Alors d'abord, ces 80% aujourd'hui, on n'a pas réussi à les mettre en télétravail dès le 16 ou le 17 mars, hein. Ça a pris une quinzaine de D'accord. jours. Il y a eu une montée en puissance nécessaire, y compris pour des problématiques de capacité réseau. Mais là, maintenant, depuis début avril, on est, je dirais, en vitesse de croisière sur cet aspect-là, avec un réseau qui fonctionne bien, et une capacité pour 80% de nos collaborateurs à travailler tout à fait correctement. On a élargi les plages de travail, c'est-à-dire que ceux qui le souhaitent peuvent se connecter très tôt ou se connecter très tard, et notamment en raison de problématiques familiales. Mhm. On le sait bien, hein, pour certains, c'est quand même très difficile de télétravailler, à la fois pour des aspects matériels, des aspects d'espace dans un appartement, et aussi de partage de PC personnel qu'il faut partager avec son conjoint, avec les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc voilà, ça s'est pas fait en claquant dans les doigts. Mais nous avons beaucoup communiqué, beaucoup expliqué, et ça s'est bien passé. Alors le reste, les 20% restants, il y en a une toute petite partie, c'est 1% sur les 3000, donc en 35-40 personnes, qui retravaillent sur site avec des mesures de protection très importantes. Ce sont des collaborateurs des services courriers, par exemple. Et les autres, nous les incitons à prendre des D'accord. congés de l'année, des RTT, des congés qu'ils auraient pu mettre sur un compte épargne-temps. Nous avons décidé, pour des raisons de solidarité, d'intérêt général, de ne pas faire de chômage partiel. Ok. Très bien. Une question qui m'intéresse particulièrement et qui intéresse aussi l'association. Donc, comme vous le savez, l'association, elle met vraiment en avant toutes les solutions innovantes au service du bien-être en entreprise. Où est-ce que Clésia en est aujourd'hui, alors avant le confinement, mais surtout pendant le confinement, comment est-ce que vous gérez le bien-être de vos collaborateurs? Alors, d'abord, le bien-être de nos collaborateurs, c'est quelque chose dont nous nous occupons depuis très longtemps, avec un certain nombre de dispositifs que nous mettons sous le vocable bien-être et santé au travail. Donc, il y a un programme BEST, bien-être et santé au travail. Nous avons aussi depuis très longtemps des dispositifs de soutien, soit par des collaborateurs internes via un dispositif réseau de confiance, où des collaborateurs volontaires sont à disposition de celles et ceux qui en auraient besoin pour être à l'écoute, pour donner des conseils, pour orienter. Nous avons un dispositif externe d'assistante sociale, et puis nous avons un autre dispositif externe avec la société Realto, dispositif 24/24, qui permet à toutes celles et ceux qui en auraient besoin d'être en contact avec quelqu'un qui très spécialisé dans tous ces sujets d'écoute et d'orientation, pour venir en aide à celles et ceux qui en auraient besoin pour des raisons personnelles ou des raisons familiales. Donc les dispositifs existent. Nous avons, et j'ai beaucoup communiqué au début du confinement, j'envoyais un email tous les soirs, puis 2 fois par semaine, 3 fois, 2 fois par semaine, à l'ensemble des collaborateurs, pour leur rappeler l'existence de tous ces dispositifs. Bien sûr, des boîtes aux lettres accessibles via email pour solliciter l'aide de collaborateurs de la DRH. Et puis nous avons sollicité le management intermédiaire, de telle sorte que au-delà de toutes les réunions Skype, Teams, etc., qu'ils organisent pour raisons professionnelles, qu'ils aient le souci de contacter au moins une fois, voire 2 fois par semaine, les collaborateurs dont on parlait précédemment, qui ne peuvent pas travailler sur site ou qui ne peuvent pas télétravailler, de telle sorte que ces collaborateurs ne soient pas isolés, donc c'est les 20% dont nous parlions, ne Mmh. soient pas isolés, ne se retrouvent pas complètement déconnectés de leur environnement professionnel, ne se sentent pas complètement oubliés. Donc, il y a cet appel systématique du management intermédiaire vis-à-vis de celles et ceux qui n'ont plus de raison
d'avoir des échanges pour raisons professionnelles. Très bien. Et sur la partie santé physique, est-ce que vous avez déjà mis en place avant le confinement des offres auprès de vos collaborateurs pour qu'ils puissent pratiquer des activités sportives, par exemple? Oui, alors c'est dans le programme BEST, hein, bien-être et D'accord. santé au travail. Et là, nous avons développé, la DRH s'est occupée de développer très rapidement des tutoriels. Donc, comme vous le savez, hein, c'est 3 à 5 minutes, 2 à 3 minutes, sur des sujets d'équilibre vie professionnelle, vie privée, partage de son temps, période pas de méditation, mais d'isolement, comment bien se nourrir, quel sport pouvons-nous pratiquer lorsqu'on est dans un appartement et qu'on ne peut pas sortir. Enfin, vous voyez, les quelques bonnes pratiques d'hygiène de vie que nous avons créées très rapidement et que nous mettons à disposition via notre plateforme, à disposition de l'ensemble des 3000 collaborateurs du groupe. Tout ceci, ça semble assez efficace, à la fois le confinement et puis la communication et les outils que nous mettons à disposition de nos collaborateurs, puisque jusqu'à ce jour, et j'espère bien sûr que ça va continuer, nous n'avons pas eu de recrudescence de nos arrêts maladie. Nous suivons les arrêts maladie au jour le jour, et je constate que le nombre de collaborateurs en arrêt maladie est exactement le même aujourd'hui qu'il ne l'était avant le confinement. Et nous n'avons pas eu non plus de collaborateurs euh, impactés par le virus. Alors, il y en a eu qui ont eu des symptômes, etc., mais de collaborateurs testés positifs à ce jour, et j'espère là encore que ça va durer, nous n'en avons pas eu. Alors, c'est D'accord. néanmoins, je ne veux pas vous présenter une situation très idyllique, hein, parce que, bien évidemment, et notamment dans les grandes villes, cette période de confinement et de télétravail forcé 5 jours par semaine, c'est pour certaines familles très difficile à vivre, hein. Encore une fois, tout le monde s'est retrouvé en situation de télétravail 5 jours par semaine, et ça du jour au lendemain. C'est pas la même chose d'être en télétravail 5 jours par semaine que de l'être une journée par semaine. Par ailleurs, être en situation de télétravail avec son conjoint et avec des enfants, ça peut être très difficile, et pour des raisons d'être trop nombreux dans un 24 heures sur 24 dans un espace trop restreint, et puis aussi pour des raisons matérielles et la nécessité de partager des équipements. Donc, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Je comprends. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, quand on avait échangé pour préparer ensemble votre intervention, vous m'aviez parlé un petit peu de la population que vous aviez d'un point de vue collaborateur, avec une majorité de femmes. Vous m'aviez dit 70% de femmes au sein de Clévia, avec une moyenne d'âge d'à peu près 46 ans, c'est ça? Oui, donc c'est lié à notre secteur d'activité, hein. C'est une population essentiellement féminine, plus de 70%, une ancienneté relativement importante, puisque l'ancienneté moyenne est de un peu plus de 16 ans, et une moyenne d'âge de 46 ans, et avec donc encore beaucoup de familles concernées par le dispositif garde d'enfants, et donc la nécessité de garder les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Nous en D'accord, avons, par exemple, sur 3000, là, nous avons 250 collaborateurs qui sont en arrêt de travail garde d'enfants. d'accord. Ok. Et comment est-ce que vous envisagez alors le retour, entre guillemets, «à la normale», si je puis dire? Post-confinement, on a eu l'annonce du gouvernement que, la fin du confinement serait théoriquement pour le 11 mai. Est-ce que vous avez déjà commencé à vous y préparer? Oui, alors nous y préparons. D'abord, moi, je pense que un secteur d'activité comme le nôtre, activité très administrative, eh bien, par civisme, hein, et dans le cadre de notre mission d'intérêt général, je vous rappelle, hein, que nous gérons les retraites complémentaires pour à peu près 10% des retraités en France, et puis nous avons aussi une activité
d'assureurs en frais de santé et prévoyance. Frais de santé, c'est ce que nous appelons communément la mutuelle, Mmh. essentiellement d'entreprise, mais aussi des contrats individuels. Donc activité très administrative et je pense que notre devoir et notre responsabilité en tant qu'employeur, ça va être de tout faire pour redémarrer sur site en dernier, pour laisser notamment dans les grandes villes les espaces de transport, notamment en commun, pour les collaborateurs qui n'ont pas le choix que d'aller travailler sur leur site. Je pense au transport, je pense euh, au BTP, un peu plus tard à la restauration, à l'hôtellerie. Donc je considère que toutes les entreprises, et nous sommes dans ce cas-là, qui peuvent faire télétravailler leurs collaborateurs devront les faire télétravailler le plus longtemps possible pour, encore une fois, laisser les transports en commun à disposition et pour qu'il y ait le moins de monde possible pour celles et ceux qui n'ont pas le choix que de se déplacer, et puis pour éviter aussi, pour limiter les risques de contamination, puisque maintenant ça semble être clair, hein, on le lit tous les jours, il va y avoir une nouvelle vague de contamination en raison du confinement qui est un peu inéluctable, puisque il faut bien que l'économie tourne, et puis pour certaines familles, ça devient très très difficile d'être confiné. Donc ça, c'est le point de départ. Néanmoins, nous allons travailler à un scénario de déconfinement très progressif, probablement sur nos sites qui sont dans des régions les moins concernées par le virus. Il y a certaines Mmh. régions de France, on connaît les cartes, où le virus ne se propage pas trop, et avec un dispositif ou avec des rotations. Alors, je ne sais pas encore vous dire si elles seront par quinzaine, par semaine ou plusieurs fois par semaine, je ne sais pas encore. Nous ferons revenir sur site un pourcentage limité de nos collaborateurs pour que nous puissions respecter très largement les préconisations des autorités sanitaires, tous les gestes barrières, les distances entre collaborateurs, de telle sorte que dans les semaines et dans les mois qui viennent, nous n'ayons pas une nouvelle catastrophe, hein. La France collectivement, les entreprises et puis nous tous, nous avons pris des mesures collectivement et individuellement pour respecter ce confinement, respecter ces gestes barrières depuis le 15 mars. Il ne faudrait pas vouloir revenir trop vite à la vie normale et se retrouver comme certains pays, on le lit aussi en Asie du Sud-Est, peut-être un peu en Allemagne aussi, pour vivre une nouvelle phase d'épidémie. Donc il va falloir continuer dans la durée, pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, à être excessivement prudent. Donc pour répondre précisément à votre question, certains sites ne réouvriront que très tard, que dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. D'autres sites vont réouvrir dans les prochaines semaines, mais de façon très progressive, avec un pourcentage limité de collaborateurs et avec un système de rotation. D'accord. J'avais une question par rapport à votre témoignage. Souvent, les grandes entreprises sont perçues, vues comme des entreprises peu agiles, difficiles à faire bouger. Est-ce que on pourrait pas dire que face à ce type d'événement et notamment ces périodes de crise, l'entreprise, quelle que soit sa taille, est obligée de se réinventer et du coup de faire preuve d'agilité? Alors, oui, c'est vrai, on a tendance à penser, et ça se vérifie, qu'une entreprise importante en termes d'effectifs, qui de surcroît est multisite, est difficile à faire bouger et a une réactivité plus faible qu'une TPE ou une PME. Mais je crois que nous, peut-être par rapport à notre façon de faire, le fait que Clésia se soit développé essentiellement par croissance externe et soit aujourd'hui euh, le résultat du rapprochement et de la fusion de plusieurs entités, puis c'est probablement lié aussi à notre système de fonctionnement.
je crois que même dans la vie de tous les jours, nous sommes assez agiles et assez réactifs. Là, ce qui nous aide beaucoup, et nous n'aurions pas pu réagir comme ça si cette épidémie s'était produite il y a 20 ans, ce qui nous aide beaucoup, c'est toute la technologie. La capacité, et regardez ce qui s'est passé le 15 mars, notre capacité à toucher, à joindre 3000 collaborateurs un dimanche, et n'en avoir que 2 sur l'ensemble de nos sites qui se sont présentés parce qu'ils n'avaient pas eu l'information. Donc la technologie nous aide bien. Et puis là, l'événement aussi fait que il y a une compréhension très forte de l'ensemble de nos collaborateurs, une solidarité aussi très importante. Et ce que je constate également, c'est la disponibilité de tous pour aller donner un coup de main. Et je vois aujourd'hui des collaborateurs qui se portent volontaires pour, par exemple, aller travailler sur site, même si c'est sur une mission qui ne correspond pas à leur métier d'origine. Euh, dans le cadre de l'intérêt général, dans l'intérêt du groupe dans lequel ils travaillent, eh bien, nous avons des collaborateurs qui se portent volontaires pour ça. Nous en avons même d'autres qui se portent volontaires pour aller aider particulièrement des personnes âgées ou des personnes handicapées à l'extérieur de l'entreprise et qui sont dans des difficultés importantes, ne pourront pas avoir les visites auxquelles ils ont l'habitude d'avoir. Et donc là, nous avons ces derniers jours des collaborateurs qui acceptent d'aller se connecter via une plateforme externe pour aller donner quelques minutes, quelques heures de leur temps, plus ou moins régulièrement, pour aller aider des hommes et des femmes qui ne peuvent pas se déplacer et qui ne peuvent pas avoir les visites dont ils bénéficient généralement. Donc oui, l'agilité est là, c'est peut-être dans notre ADN, mais sur certains sujets, le numérique nous aide beaucoup. Et les raisons du confinement, c'est-à-dire ce virus qui nous touche tous, font que il y a une forme de solidarité qui est, je trouve, très importante. D'accord. Intéressant en tout cas, merci. J'ai une dernière question et ensuite on ira regarder les questions de tous les participants. Est-ce que du coup, vous pensez que la technologie, elle peut être au service du bien-être? Oui, la technologie peut être au service du bien-être parce que on voit bien que aujourd'hui il y a des programmes bien-être, alors sportifs, conseils d'alimentation, conseils d'hygiène de vie, auxquels nous pouvons accéder beaucoup plus facilement que s'il fallait être possesseur d'un livre ou d'une vidéo sur ce sujet. Et donc là, grâce à la technologie, grâce à Internet, donc, nous pouvons accéder à une variété de supports beaucoup plus importante. Et du coup, cette variété de supports va la probabilité qu'elle me satisfasse est plus importante, et vous allez accéder à d'autres supports qui ne seront pas forcément les miens, que vous trouverez également sur Internet. Donc cette variété, ce volume de services et de produits sont accessibles par Internet à l'instant T, alors que s'il n'y avait pas cette technologie, eh bien, il est fort à parier que vous comme moi, nous n'aurions pas à disposition dans nos domiciles respectifs ou dans des espaces de confinement qui ne correspondent pas à notre résidence principale, les supports auxquels nous pouvons accéder aujourd'hui grâce au numérique. Très bien. Bah, je suis ravie en tout cas que vous ayez répondu à toutes mes questions et surtout, je tiens à le souligner et à le rappeler quand même, Clésia est un partenaire de l'association Apitech. Donc, on n'a pas encore mis en place d'événements physiques parce que c'était prévu en tout cas dans le rétro-planning avec Clésia, les collaborateurs Clésia et également vos clients, mais c'est dans la roadmap dès que tout redeviendra à la normale. Et je suis vraiment ravie que vous ayez accepté d'intervenir aujourd'hui, en tout cas. Merci beaucoup.
Merci de votre invitation. Alors, pour les questions des participants, donc première question, quel était l'outil pour l'envoi de SMS que vous avez utilisé? Alors, je suis désolé, ce n'est pas moi qui m'en suis occupé. J'ai fait donner la liste des numéros à quelqu'un de la DSI, la direction du système d'information. Je vais donner un nom comme ça rapidement, mais je pourrais vous le redonner s'il y a moyen de communiquer à la personne qui a posé la question. Mais euh, Odigo ou un nom comme ça, je sais pas D'accord. précisément. Bah, Mais regardons Odigo sur Internet si ça correspond à ça, mais c'est un nom en haut et je vous le redonnerai. ça marche, pas de souci. Deuxième question, donc quand vous dites très tôt ou très tard, c'est-à-dire, donc vous parliez des collaborateurs qui pouvaient se connecter soit très tôt, soit très tard, quid des RPS et du risque de non-déconnexion? Alors en fait, aujourd'hui en situation normale, les horaires de travail possibles, hein, qui ne sont pas obligatoires parce que nous avons un système de plage variable, c'est 7h30, 18h30. Et il y a des collaborateurs qui nous ont demandé un élargissement de ces plages, et notamment ceux qui ont leurs conjoints qui n'ont pas de PC portable, et notamment ceux qui ont leurs enfants chez eux, qui devaient travailler à distance avec les dispositifs type CNED, qui nous ont demandé d'avoir la possibilité de travailler tôt le matin, de se connecter tôt le matin et tard le soir. Et du coup, nous avons fait ce qu'il faut de telle sorte que les applications métiers soient disponibles de 6h30 à 20h30. Donc c'est sur la base du volontariat. Si je préfère travailler un petit peu tôt le matin avant que mes enfants se réveillent, ou plutôt tard le soir une fois qu'ils sont couchés, c'est dans ce cadre-là que nous avons étendu la plage possible d'accès à nos applications informatiques. Donc, sur les risques psychosociaux, dans la mesure où c'est sur la base du volontariat et que ça correspondait à une demande des collaborateurs, si cette demande n'était pas satisfaite, ça pouvait aussi générer des risques psychosociaux, puisque à ce moment-là, les collaborateurs auraient dû essayer de travailler pendant les mêmes plages horaires que leurs enfants. Nous avons considéré que, au contraire, ça diminuait les risques psychosociaux en donnant satisfaction à l'élargissement de cette plage d'horaire de travail. Ok. Autre question, est-ce qu'en parallèle, vous faites une écoute systématique des collaborateurs, baromètre social par exemple? Alors, nous n'en avons pas fait spécifiquement de baromètre là depuis le début du confinement. Nous en faisons un tous les 18 mois en situation normale, et donc nous réfléchissons, enfin nous préparons un baromètre, une enquête que nous ferons après le confinement, hein, quand on sera revenu sur nos sites pour en tirer les enseignements, et notamment sur le dispositif télétravail. En revanche, je vous disais tout à l'heure que nous avons beaucoup communiqué sur tous les dispositifs d'alerte qui existent. J'insiste sur le fait que nous demandons à nos managers de communiquer très régulièrement et de façon individuelle avec leurs équipes, et de remonter à la DRH toute situation inquiétante d'isolement, de marginalisation, hein, ça peut arriver. Et encore une fois, à ce jour, je n'ai reçu aucune alerte. Ok. Alors, une autre question. Donc, bravo pour la confiance que vous vous faites. De par la nature de votre activité, de votre responsabilité sociale, vous avez décidé à ce titre de retarder au plus tard possible le retour de vos collaborateurs sur leur site de travail. Néanmoins, pour préserver votre environnement économique immédiat, je pense notamment au restaurant du quartier de Pont-Cardinet, et donc la qualité de vie au travail de vos futurs employés, ne conviendrait-il pas de ne pas trop tarder à organiser leur retour physique? C'est une question excessivement difficile, d'autant que
pour des tas de raisons, mais y compris professionnelles, nous sommes très proches et nous souhaitons rester très proches de tous les acteurs, les collaborateurs, les chefs d'entreprise dans le monde de la restauration, puisque toute la branche hôtel, café, restaurant adhère chez Clésia. Donc, s'il y a bien un groupe qui souhaiterait que les hôtels, cafés, restaurants puissent réouvrir, c'est bien le groupe Clésia. Mais là encore, il faut trouver, et c'est le juste équilibre, hein, et il n'est pas facile à trouver entre le, le civisme dont nous devons faire preuve pour que la collectivité au sens large, donc le pays tout entier, puisse redémarrer et qu'il n'y ait pas une deuxième, voire troisième vague trop importante, même si nous savons que la deuxième vague va probablement arriver. Et c'est la raison pour laquelle je dis il faut que nous laissions les places disponibles, y compris dans les restaurants d'ailleurs, hein, puisque il est fort probable que lorsque les restaurants pourront réouvrir, ils ne pourront pas réouvrir en pleine capacité, puisque les autorités sanitaires leur demanderont de respecter des distances entre les clients. Donc là encore, je considère qu'il faudra laisser les places de restaurants et dans les dispositifs de restauration interentreprises à disposition de celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix pour travailler que d'aller sur leur site. Et du coup, nous qui sommes dans une situation d'activité administrative avec une possibilité de télétravailler, eh bien, de revenir sur site plus tard. Donc, c'est un équilibre à trouver. Il n'est pas simple. De toute façon, nous ne pouvons pas prendre une position définitive aujourd'hui. Il va falloir attendre quelques jours et probablement à la fin de la semaine prochaine pour connaître les directives qui nous seront données par les autorités sanitaires et politiques pour pouvoir envisager très sérieusement une stratégie de déconfinement. Je pense néanmoins que le déconfinement, lorsqu'il démarrera pour Clésia, il démarrera très probablement par nos sites de province et je pense, moi, comme un certain nombre de politiques, qu'il faut imaginer plusieurs stratégies et laisser la possibilité aux autorités politiques et sanitaires régionales de mettre en place ce qu'elles pensent possible, étant donné la situation du virus dans leur propre région. Et donc, il faudrait éviter qu'il y ait une stratégie trop unique et qui vienne trop du sommet de l'État et qui s'imposerait à tout le monde et qui ne tiendrait pas compte de spécificités régionales. Effectivement, c'est un très bon point. Deux dernières questions. Quels impacts sur l'espace de travail face à la pratique du télétravail qui va s'institutionnaliser? Intéressant. Oui, alors je pense que lorsque nous pourrons déconfiner et revenir sur nos sites respectifs comme avant, et c'est-à-dire lorsque 100% de nos collaborateurs pourront revenir, il faudra, alors est-ce qu'on en aura le temps avant, mais il faudra en tout cas très vite faire ce qu'on appelle un rétex, hein, retour d'expérience, et tirer les enseignements de cette pandémie. Je pense qu'il y a des tas d'enseignements positifs à en tirer de façon à titre individuel et en tant qu'entreprise. Et je suis persuadé que un groupe comme Clésia va avoir du coup l'opportunité d'abord d'aller beaucoup plus vite dans le déploiement du télétravail que nous l'avions imaginé, puisque là, nous l'avons par la force des choses mis en place à grande échelle, et très probablement modifier nos organisations de travail, puisque je pense que à terme, et peut-être à moyen terme, nous allons avoir un nombre de télétravailleurs beaucoup plus important et peut-être aussi un nombre de jours télétravaillés beaucoup plus important, et donc la possibilité de revoir nos organisations physiques et avec des dispositifs de type flex office et probablement des besoins en mètres carrés de bureau
beaucoup moins importants que ceux que nous avons aujourd'hui. Donc oui, cette pandémie va avoir des conséquences positives sur l'organisation du travail et donc sur les modes de travail et les modes de vie de chacun de nos collaborateurs. Et ça sera le cas, je pense, dans un grand nombre de sociétés de services. J'ai pas encore eu l'occasion de visiter vos locaux qui sont récents par ailleurs, mais effectivement, ça pourrait être intéressant de voir l'avant et après, et de quelle manière est-ce que vous vous êtes réadapté par rapport à la crise. Dernière question, qu'est-ce que cet événement inédit va changer dans votre politique de qualité de vie au travail? Qu'est-ce que ça va changer Je pense que comme nous allons très probablement avoir plus de collaborateurs en télétravail, comme nous allons à terme avoir des collaborateurs qui télétravailleront plus qu'ils ne télétravaillent aujourd'hui. Je vous rappelle que nous étions partis sur un dispositif de montée en puissance progressive. Nous avions imaginé avoir à terme peut-être 30-40% de nos collaborateurs en télétravail un jour par semaine. Je pense que cette crise va profondément changer la donne et que nous aurons à terme beaucoup plus que 30 à 40% de collaborateurs en télétravail, beaucoup plus, et que ceux qui télétravailleront peut-être 2 à 3 jours par semaine. Donc, dans ce cadre-là, et à partir du moment où les télétravailleurs seront volontaires, j'espère qu'ils y trouveront un intérêt en termes de qualité de vie au travail, en termes d'équilibre de vie professionnelle, vie privée. Je préfère parler d'équilibre de vie professionnelle, vie privée, parce que les deux sont liés. Et que du coup, nos vies professionnelles et vie privée s'en trouveront améliorées avec eh bien, moins de transport, moins de fatigue, possibilité de profiter d'environnements familiaux plus longuement, puisqu'il y a moins de transport, etc. etc. Donc la qualité de nos vies, qu'elles soient professionnelles et privées, devrait effectivement, à mon sens, se trouver considérablement améliorée, avec probablement des attentes en termes de genre de vie, et notamment pour celles et ceux qui sont dans les grandes villes, qui vont se trouver considérablement modifiées. Et je veux dire par là que je pense qu'il y aura un grand nombre d'hommes et de femmes et de familles qui souhaiteront retrouver une vie un peu moins urbaine et si possible un peu plus proche de la nature, avec aussi des modes de consommation qui vont se trouver, à mon sens, modifiés. Donc ça ne sera pas un retour en arrière, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que on va probablement retrouver un équilibre que nos pays avaient perdu entre une vie très urbaine ou une vie très rurale, et je pense que il y aura un équilibre qui va à nouveau être trouvé, et à mon avis c'est pour le bien de la planète tout entière et des milliards d'habitants qui la composent. Voilà, on le voit, hein, l'impact que ça a sur l'environnement, c'est immédiat de toute façon, c'est clair, c'est clair. Donc cette crise, elle va être pour moi dans un grand nombre de domaines assez salutaire. Alors je n'oublie pas les drames, hein, puisque malheureusement il y a un grand nombre de victimes, et ces chiffres que l'on nous annonce tous les soirs, ils font tous les soirs froid dans le dos, hein. C'est vraiment glaçant d'entendre tous les soirs qu'il y a des centaines de morts par 24 heures, et je ne parle que de la France. Et je n'oublie pas, bien sûr, aussi les drames économiques et financiers pour un certain nombre d'entreprises. Mais là encore, on s'en relèvera.
notre pays, comme d'autres, a vécu des crises qui étaient d'autres natures. On s'en est relevé. Et là, bien évidemment, le développement économique est mis entre parenthèses. C'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est que nous soyons mobilisés pour que cette épidémie fasse le moins de victimes possible. Donc, je reviens au sérieux et à la rigueur dont nous allons devoir faire preuve individuellement et collectivement pour ne pas déconfiner trop vite, pour ne pas vouloir revenir à la vie d'avant trop rapidement. Et puis, une solidarité qu'il va falloir avoir vis-à-vis de toutes celles et ceux, TPE, PME, professions libérales, indépendants, artisans, qui se retrouvent dans des situations dramatiques sur les aspects économiques et financiers. Donc, il va falloir les aider. Très bien. Donc, résilience, agilité et soutien, en Solidarité. tout cas, collectif. Voilà, solidarité. Exactement. Super. Bon, bah, je vous remercie infiniment encore une fois de votre intervention. Je vous J'ai en été prie, merci de votre invitation. échanger. Pour les personnes qui se posaient la question, donc effectivement, le webinaire sera disponible en replay. N'hésitez pas également à suivre tous nos autres webinaires. Et puis, je transmettrai toutes les autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre à Monsieur De Villèle pour qu'il puisse se faire un plaisir d'y répondre et envoyer le compte rendu par email. Voilà. Je Avec vous souhaite plaisir. une très, très belle journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis, à très bientôt. Merci. Bon courage à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.